Mon neveu a prétendu que je l'avais blessé, maintenant il a été prouvé que c'était faux, et je les ai fait payer pour ça. Alors voilà ce qui s'est passé. Moi, une femme de 37 ans, j'ai toujours été présente pour ma famille, en particulier pour mon neveu de 13 ans. Son père, mon frère, a traversé des moments difficiles depuis le décès de ma belle-sœur il y a quelques années. J'ai pris le relais autant que possible, aidant avec les dépenses et veillant à ce que mon neveu ne manque de rien. Je n'y ai jamais réfléchi à deux fois, honnêtement. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Bref, le jour où tout cela s'est produit a commencé comme un jour ordinaire. Je rentrais chez moi après une journée de travail habituelle, impatiente de poser mes pieds et peut-être de regarder un peu la télévision. Mais dès que j'ai passé la porte, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai regardé et vu plusieurs appels manqués de mon frère ainsi que quelques messages. Aucun d'eux n'avait de sens. Il disait seulement « Tu dois répondre, c'est sérieux, tu as des ennuis ». Aucun contexte, rien. Je dois avouer que j'ai d'abord ignoré. J'ai pensé que c'était encore une histoire de problèmes financiers ou quelque chose du genre. Il a eu des difficultés financières récemment, et j'ai dû l'aider à plusieurs reprises. Alors, je n'ai pas prêté attention et je me suis dit que je le rappellerai plus tard, une fois installé. Mais environ une heure plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était un numéro masqué. J'ai répondu, pensant que c'était probablement un appel de démarchage. Mais la personne au bout du fil a dit « Bonjour, est-ce que je parle à mon nom ?» Ici l'inspecteur non, nous avons besoin que vous veniez au commissariat. Cela a attiré toute mon attention, je ne peux même pas expliquer l'effroi qui m'a envahi. C'est ce sentiment où vous savez que quelque chose de vraiment grave ne va pas, mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Votre instinct ne cesse de vous crier dessus. J'ai demandé ce qui se passait, mais ils n'ont rien voulu me dire au téléphone. Ils ont juste insisté pour que je vienne le plus vite possible. Alors, j'ai pris mes clés et je suis allé directement au commissariat, essayant mentalement de passer en revue toutes les raisons possibles de ma présence là-bas. Mais je n'ai trouvé aucune explication logique. Quand je suis arrivé, ils m'ont conduite dans une de ces pièces froides et stériles, avec une table en métal et des chaises. Toute l'atmosphère me donnait l'impression d'être dans une mauvaise série policière. L'inspecteur s'est assis en face de moi, l'air très sérieux, et m'a demandé si je savais pourquoi j'étais là. J'ai répondu que non, mais à ce moment-là, mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis elle m'a dit. Elle a dit que mon neveu était venu porter de graves accusations contre moi. Au début, je n'ai pas compris, je l'ai juste regardé, essayant de traiter ce qu'elle disait. Mais quand elle a répété et expliqué exactement ce qu'il prétendait, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il m'accusait de quelque chose que je n'oserais même pas répéter à voix haute, quelque chose qui me donnait littéralement la chair de poule rien qu'en l'entendant. J'étais stupéfaite, complètement figée sous le choc. Mon premier réflexe a été de nier, bien sûr. J'ai dit à l'inspecteur que ça devait être une erreur, que jamais je ne pourrais faire une chose pareille, et que je ne pouvais pas croire qu'il ait dit quelque chose d'aussi horrible. Je veux dire, c'était mon neveu, un enfant que j'ai pratiquement élevé depuis le décès de sa mère. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Mais voilà le problème, l'inspecteur me regardait comme si j'étais coupable dès le départ, comme s'il avait déjà pris sa décision. Il m'a dit qu'ils avaient déjà commencé une enquête et que les choses ne s'annonçaient pas bien pour moi. Apparemment, ils avaient aussi parlé à son père, et il soutenait pleinement son fils. Entendre cela m'a blessé, mais cela m'a aussi complètement déconcerté, je veux dire, pourquoi mon frère soutiendrait-il cela? D'où tout cela pouvait-il bien venir? À ce moment-là, j'étais en train de paniquer. Une chose est d'entendre des accusations faites dans votre dos, mais les entendre de la bouche d'un inspecteur, assise dans une salle d'interrogatoire, c'est un tout autre niveau de peur. Il continuait de me pousser, me demandant si j'avais quelque chose à cacher, si je voulais avouer quelque chose. Je commençais à me sentir comme si je perdais la tête, comme si tout cela n'était qu'un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Finalement, il a demandé s'il pouvait fouiller ma maison. Il a fait en sorte que cela semble être une obligation, alors j'ai accepté. Je veux dire, je n'avais rien à cacher, et à ce moment-là, je voulais juste faire tout ce que je pouvais pour prouver mon innocence. Mais l'idée qu'il fouille ma maison, qu'il passe au peigne fin tout ce qui s'y trouve, comme si j'étais une criminelle, me rendait malade. Après des heures d'interrogatoire et d'attente, ils ont fini par me laisser partir, mais ils n'ont pas vraiment éclairci la situation.
L'inspecteur m'a simplement dit de rester disponible et qu'il me recontacterait bientôt. Je suis sorti du commissariat complètement abasourdi, l'esprit tourmenté par des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi mon neveu dirait-il quelque chose d'aussi horrible? Et qu'est-ce que mon frère pouvait bien penser en le soutenant de cette manière? Quand je suis rentré chez moi, la réalité m'a frappé de plein fouet. Cette accusation pouvait détruire ma vie, mon travail, mes relations, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Tout cela pourrait s'effondrer à cause d'un mensonge. J'ai fait les 100 pas dans ma maison, rejouant les événements de la journée encore et encore, essayant de trouver une logique à tout cela. Mais je n'arrivais à rien. Mon neveu et moi n'avions jamais eu de problème. En fait, je pensais que nous étions proches. J'avais passé d'innombrables heures à l'aider, à veiller sur lui, à être là quand il avait besoin de quelqu'un. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de l'inspecteur, j'entendais l'accusation de mon neveu résonner dans ma tête. L'injustice de tout cela me rongeait. Je balançais constamment entre la colère et l'incrédulité. Comment la famille pouvait-elle vous trahir de cette façon? Pourquoi quelqu'un en qui j'avais confiance ferait-il quelque chose d'aussi cruel? Je continuais à me dire qu'il devait y avoir une explication, un malentendu qui pourrait tout éclaircir. Mais au fond de moi, une partie de moi commençait à craindre le pire. Le comportement de mon frère, son empressement à soutenir ce mensonge, semblait trop calculé, trop intentionnel. Ce n'était pas simplement un malentendu ou une erreur, cela commençait à ressembler à une attaque, une tentative ciblée pour me détruire. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. J'étais trop épuisée et distraite pour prétendre pouvoir passer une journée normale. Alors que je restais là, fixant mon téléphone d'un regard vide, j'ai compris que j'avais un choix à faire. Je pouvais essayer de surmonter cela, faire semblant que tout cela allait s'effacer, ou je pouvais commencer à riposter, à creuser pour comprendre pourquoi il faisait cela et révéler la vérité. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais j'étais prête à le savoir. Après ce cauchemar d'interrogatoire, j'étais complètement brisé. Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce que mon neveu avait dit à mon sujet. J'essayais de donner un sens à tout cela, mais chaque pensée ne faisait qu'amener plus de frustration et de confusion. Comment un enfant que j'avais tant aidé pouvait-il soudain se retourner contre moi de cette manière? Et pourquoi mon frère, le mari de ma défunte sœur, le soutenait-il dans une accusation aussi absurde? Le pire, c'est que la police n'avait pas simplement rejeté ses propos. Après ce qu'il avait dit, il le prenait au sérieux et menait une enquête sur moi, comme si j'avais réellement fait ce qu'il prétendait. Toute la situation semblait insensée. Je restais là, dans ma propre maison, ma vie désormais sous un nuage de suspicion. Tout autour de moi semblait différent, comme si ma maison entière était souillée d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière tout cela, une pièce manquante que je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais pas croire que ce n'était qu'un enfant disant quelque chose de stupide. Cela semblait planifié, comme s'il y avait une raison derrière tout cela. Mais laquelle? Puis, sans prévenir, j'ai reçu un appel de l'inspecteur chargé de mon dossier. Il m'a dit qu'il devait faire venir mon neveu pour un autre entretien, cette fois sans son père présent. Cela a attiré mon attention. Je ne savais pas pourquoi il voulait les séparer, mais si la police pensait qu'il y avait quelque chose de louche, c'était un petit soulagement. C'était comme une petite lueur d'espoir que peut-être toute cette histoire serait éclaircie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette pièce pendant le deuxième entretien de mon neveu. Tout ce que je sais, c'est que quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. L'inspecteur semblait différent, comme s'il était soudain de mon côté. Il m'a dit que mon neveu avait avoué avoir inventé l'accusation. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Il avait inventé tout cela. Bien sûr, je voulais que ce soit faux, étant donné que c'était un mensonge, mais l'entendre confirmer était autre chose. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement, de colère et, honnêtement, de trahison pure. J'ai demandé à l'inspecteur ce qu'il avait dit, pourquoi il aurait menti de cette manière, mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas donner tous les détails au téléphone. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que sa mère, ma belle-sœur décédée, l'avait poussé à le faire. Entendre cela, je ne peux pas le décrire. Il y a ce dicton, le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma propre famille m'avait jeté sous un bus sans réfléchir à deux fois. Ma belle-sœur avait poussé son propre fils, son propre enfant,
à mentir et à dire que j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Pourquoi? Cela n'avait aucun sens. Quand j'ai rencontré l'inspecteur en personne, il m'a tout expliqué. Mon neveu avait avoué que sa mère lui avait dit de porter l'accusation parce qu'ils avaient besoin d'argent. Ma belle-sœur pensait que ce serait une manière facile de me faire chanter. Le plan entier était de me mettre dans une position où j'aurais tellement peur des répercussions sur ma réputation que je paierais pour éviter les ennuis et protéger ma peau. Je suis resté là, abasourdi, pendant qu'il m'expliquait tout. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le dos. J'avais toujours su que mon frère avait des difficultés financières après le décès de ma sœur. C'est pour cela que j'étais intervenu tant de fois pour les aider, des courses, des vêtements pour mon neveu, un peu d'argent par-ci, par-là, pour m'assurer qu'ils allaient bien. Et maintenant, il avait retourné tout cela contre moi, en avait fait une arme pour essayer de me soutirer encore plus d'argent. L'inspecteur m'a expliqué que, dans sa déclaration, mon neveu avait dit qu'il avait d'abord essayé de résister. Il savait que c'était mal, disait-il, et il avait peur de le faire. Mais son père lui avait dit qu'il n'avait pas d'autre choix, que c'était leur seule solution. Imaginez cela, un garçon de 13 ans à qui son propre père dit de faire quelque chose d'aussi odieux parce que c'est la seule solution. J'étais dégoûté. J'avais toujours pensé que je connaissais mon frère. Après tout, c'est la famille. Il avait épousé ma sœur, et quand elle est décédée, je me suis senti obligé d'intervenir, d'être là pour eux. Mais apprendre qu'il avait manipulé son fils pour qu'il dise quelque chose qui aurait pu détruire ma vie entière? Je ne pouvais pas y croire. Comment peut-on être aussi désespéré, ou aussi égoïste, pour infliger cela à son propre enfant? L'inspecteur m'a demandé si je savais qu'il pouvait être dans une telle détresse financière. Je lui ai répondu honnêtement qu'il m'avait mentionné quelques soucis d'argent, mais jamais à ce point. Il restait toujours vague, disant qu'il pourrait avoir besoin d'un peu d'aide, ce genre de choses. Et oui, je l'avais déjà aidé, mais je n'avais aucune idée qu'il en était arrivé à un tel point qu'il se retournerait contre moi ainsi. Je ne pouvais pas rester immobile. Mes mains tremblaient, mon esprit tourbillonnait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les fois où je lui avais fait confiance, où je l'avais accueilli dans ma vie, dans ma maison. Et maintenant, savoir qu'il était capable d'un tel niveau de trahison, c'était irréel. J'avais entendu parler de gens qui se poignardaient dans le dos pour de l'argent, mais là, c'était ma famille. Je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait, encore moins venant des personnes pour qui je m'étais dévoué sans relâche. Et puis il y avait mon neveu. Je ne savais pas quoi ressentir à son sujet. Une partie de moi avait de la peine pour lui. Après tout, ce n'est qu'un enfant. Mais il avait tout de même suivi le plan. Il avait tout de même prononcé ces mots, en sachant parfaitement ce qu'il pouvait me faire. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer son visage, cet enfant que j'avais aidé à élever, maintenant à jamais associé à un mensonge qui avait failli détruire ma vie. L'inspecteur m'a dit qu'ils allaient poursuivre avec mon frère, mais qu'ils ne pouvaient rien garantir. Il a expliqué que, même avec l'aveu de mon neveu, il serait difficile de prouver l'étendue de l'implication de mon frère, surtout s'il niait tout. J'étais furieuse, mais aussi impuissante. L'idée qu'il puisse échapper aux conséquences de tout cela me rendait malade. J'ai remercié l'inspecteur, lui ai serré la main et j'ai quitté le commissariat. Je suis rentré chez moi dans un état second, essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé. J'avais l'impression d'être divisé en deux. D'un côté, j'étais soulagé que mon nom ait été blanchi, que le mensonge ait été exposé. De l'autre, j'étais rempli de rage et de tristesse. C'était ma famille. Mon propre sang avait essayé de me détruire pour de l'argent. Quand je suis rentré chez moi, je me suis juste assise en silence, rejouant chaque moment encore et encore dans ma tête. Le soulagement d'avoir été innocenté était là, mais il était enseveli sous des couches de colère, de trahison et de douleur. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Tout ce que je savais, c'est que rien ne serait jamais plus comme avant. Après avoir découvert la vérité grâce à l'inspecteur, je me retenais à peine. Le fait que mon frère soit allé jusqu'à utiliser son propre fils pour m'accuser à tort. C'est difficile de décrire ce que l'on ressent. Le choc, la colère, la trahison. Tout cela m'assaillait par vagues. Mais au fond de moi, je savais ce que je devais faire, je devais le confronter. Il était hors de question que je laisse passer cela sans entendre son pathétique prétexte pour justifier pourquoi il pensait que tout cela était acceptable, ne serait-ce qu'un instant. Je n'ai même pas pris la peine de l'appeler. J'ai pris ma voiture et suis allé directement chez lui, mon esprit en ébullition tout au long du trajet. Je repensais à chaque moment des dernières années, à chaque fois où je l'avais aidé,
à chaque centime que j'avais donné pour m'assurer qu'ils allaient bien. Et voilà comment il me remerciait. Mon sang bouillonnait, et je ne savais même pas ce que j'allais dire en le voyant. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de réponses. Quand je suis arrivé, il a ouvert la porte, l'air surpris mais pas effrayé, ce qui m'a rendue encore plus furieuse. Là, il se tenait, comme s'il n'avait pas tenté de détruire ma vie. J'ai réussi, de justesse, à contenir ma rage. À la place, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, nous devons parler. Maintenant. Il a essayé de faire bonne figure, m'offrant un sourire faux et demandant si je voulais m'asseoir, comme s'il s'agissait d'une conversation normale. Je n'étais pas là pour ça. Pourquoi, ai-je demandé directement. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu poussé ton propre fils à inventer quelque chose d'aussi grave? Au début, il avait l'air décontenancé, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois si direct. Puis il a repris contenance et a poussé un soupir dramatique. Écoute, a-t-il dit, tu ne comprends pas à quel point c'était difficile. Je suis un père célibataire, et les choses sont vraiment compliquées depuis que ta sœur est partie. Toi, tu as de l'argent, et moi, je n'en ai pas. Arrête les jeux interrompus. Je ne voulais pas entendre ces excuses. Tu as essayé de détruire ma vie. Tu as dit à ton fils de m'accuser de quelque chose de dégoûtant. Te rends-tu compte de ce que tu faisais? Il a croisé les bras, détournant le regard, l'air défensif. Je n'avais pas le choix, a-t-il marmonné, toujours sans me regarder. Tu es à l'aise financièrement, et nous, on galère. J'étais désespéré, d'accord? Les gens désespérés font des choses désespérées. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Les gens désespérés font des choses désespérées, ai-je presque crié. Tu pensais que salir mon nom était une solution acceptable parce que tu manquais d'argent? J'ai toujours été là pour toi. À chaque fois que tu demandais, je t'aidais. Et c'est comme ça que tu me remercies? Il a levé les yeux au ciel, ce qui n'a fait qu'alimenter ma colère. Oh, s'il te plaît, a-t-il dit. Tu agis comme si tu avais tant fait pour nous. Tes petites aides par-ci, par-là, ne résolvent pas tous mes problèmes. J'avais besoin d'une vraie aide. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire face à l'absurdité de ces paroles. Des courses, des vêtements, des fournitures scolaires, tout ce que tu veux. Combien d'aides pensais-tu encore me soutirer? Il est resté silencieux, mais sa mâchoire était serrée, et il m'a enfin regardé, visiblement agacé. C'est facile pour toi de parler, a-t-il répliqué. Tu ne sais pas ce que c'est, de lutter jour après jour. Je pensais que si je pouvais juste te faire peur un peu, peut-être que tu finirais par nous aider vraiment, sur le long terme. Me faire peur? Le mot résonnait dans ma tête. Tu voulais me faire peur pour que je te donne de l'argent en poussant ton fils à m'accuser de quelque chose d'impardonnable? Te rends-tu compte à quel point c'est tordu ou as-tu complètement perdu le sens des réalités? Son visage s'est durci, et il a dit, ça n'était pas censé aller aussi loin. Je pensais juste que tu paierais discrètement, que tu te sentirais suffisamment coupable pour nous aider sur le long terme. Tu dois comprendre, je ne voulais pas que ça prenne une telle ampleur. Prendre une telle ampleur. Je pouvais sentir mon pouls battre à mes tempes. Tu as dit à ton fils de m'accuser d'un crime. Un crime. As-tu seulement réfléchi à ce que cela pourrait me faire? Ou à ce que cela pourrait lui faire? Il a de nouveau détourné le regard, ne disant rien. C'était comme s'il avait construit un mur autour de lui, où rien ne pouvait l'atteindre. Il n'avait aucun remords, aucune conscience des dégâts qu'il avait presque causés. Il continuait simplement à marmonner à quel point sa vie était difficile, comme si cela pouvait tout excuser. Je t'ai fait confiance, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je t'ai fait confiance, et j'ai fait confiance à ton fils. J'ai essayé d'être là pour vous deux depuis que ma sœur est partie. Et toi, tu utilises cela contre moi. Tu as instrumentalisé ton propre fils pour tenter de me faire chanter. Tu entends seulement ce que tu dis? Il a soufflé bruyamment, croisant enfin mon regard avec un air indigné. D'accord, peut-être que c'était un peu extrême. Mais comme je l'ai dit, les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Je secouai la tête, ressentant un mélange de colère et de dégoût que je ne pouvais pas mettre en mots. Il y a une différence entre être désespéré et être cruel, ai-je dit. Et ce que tu as fait est purement cruel. Tu as essayé de détruire ma vie pour de l'argent, et tu as entraîné ton propre fils dans cette histoire. Il n'a pas répondu, croisant simplement les bras et fixant le sol, comme un enfant boudeur qu'on aurait grondé.
J'ai compris alors qu'aucun de mes mots ne l'atteindrait. Il s'était convaincu qu'il était une victime, que ses actes étaient en quelque sorte justifiés parce qu'il était en difficulté. Tu sais quoi, ai-je finalement dit, incapable de contenir l'amertume dans ma voix. C'est fini. Ne m'appelle plus pour de l'argent, ne me demande plus d'aide. À partir de maintenant, tu te débrouilles tout seul. Cela sembla le réveiller de son silence boudeur. Il leva les yeux, visiblement choqué, et commença à protester. Mais qu'en est-il de mon fils? Il a besoin de stabilité, il a besoin. Il a besoin d'un père qui ne l'utilise pas comme une arme, ai-je coupé. Et clairement, tu n'es pas ce père-là. Tu as montré que tu étais prêt à l'utiliser comme un pion si cela te convenait. Donc non, je ne serai plus là pour nettoyer tes erreurs. Il essaya de me culpabiliser, disant que j'étais trop dur, que mon neveu ne devrait pas souffrir à cause de ses erreurs. Mais j'en avais assez. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas sur ma décision, puis j'ai quitté sa maison. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. La confrontation ne m'a pas apporté de véritable apaisement, cependant. Si quelque chose, elle m'a laissé encore plus amer. Mon beau-frère avait tout déformé pour se présenter comme une victime, comme si ses luttes justifiaient tout ce qu'il avait fait. Le pire, c'est qu'il ne comprenait toujours pas les dégâts qu'il avait failli causer. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne se souciait ni de moi ni de son fils. Il ne se souciait que d'obtenir ce qu'il voulait, peu importe le prix. En rentrant chez moi, je me sentais vidé. Je pensais que le confronter m'apporterait une sorte de paix, mais tout ce que cela a fait, c'est me montrer à quel point il m'avait trahi. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché, et je l'avais enfin vu pour ce qu'il était vraiment, une personne manipulatrice et égoïste, prête à tout pour arriver à ses fins. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était claire, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Et ce n'était pas seulement pour moi, c'était aussi pour mon neveu. Cet enfant avait besoin d'un réveil, de quelque chose pour lui montrer que les actions ont des conséquences, même quand on est poussé par la personne en qui on a le plus confiance. Et j'espérais que cela servirait aussi de leçon à mon beau-frère. Bien que, honnêtement, je doutais qu'il comprenne jamais vraiment. Les semaines suivantes furent tendues. La police devait tout revoir, prendre ma déclaration avec plus de détails, et même me poser des questions sur les fois où je l'avais aidé financièrement par le passé. Je devais raviver des souvenirs que j'avais essayé d'oublier, et c'était difficile. Mais je me rappelais sans cesse pourquoi je faisais cela. Je devais m'assurer que cela n'arriverait à personne d'autre. Je devais me protéger et protéger quiconque aurait pu être sa prochaine cible. Puis, enfin, le jour est arrivé. La police s'est rendue chez lui et l'a arrêté. Je serai honnête, je pensais que je ne ressentirais que du soulagement. Mais la réalité m'a frappé plus durement que prévu. C'était quand même ma famille, après tout. Le mari de ma sœur défunte, le père de mon neveu. Et maintenant, il était emmené menotté à cause de ses propres actes. Mais le souvenir de ce qu'il avait failli me faire, à quel point il était proche de détruire ma vie, m'a aidé à rester ancré. Tout cela, c'était de sa faute. Quelques personnes ont entendu parler de son arrestation. Bien sûr, les nouvelles circulent vite dans la famille. J'ai reçu des appels de proches demandant ce qui s'était passé, me disant que j'étais allé trop loin, que j'aurais dû simplement laisser tomber. Mais j'ai tout expliqué, depuis l'accusation jusqu'au chantage. Pour la plupart, les gens ont fini par comprendre mon point de vue. Certains pensaient encore que j'étais trop dur, mais d'autres étaient choqués, surtout lorsqu'ils ont réalisé que mon beau-frère avait utilisé son propre fils pour m'atteindre. Un membre de la famille m'a même dit, « Tu fais ce qu'il faut. Les gens doivent apprendre qu'il y a des conséquences. » Cela m'a apporté un certain réconfort, de savoir qu'au moins quelques personnes comprenaient ma position. Le lendemain de son arrestation, je pensais beaucoup à mon neveu. Je savais que les services sociaux seraient impliqués maintenant, qu'il serait probablement placé quelque part temporairement. Une partie de moi se sentait responsable de lui, coupable même. Mais je me souvenais qu'il avait aussi été manipulé. Je ne pouvais pas le protéger des conséquences de ses actions, mais peut-être que cela lui donnerait l'occasion de voir les choses clairement, de comprendre que les actes de son père n'étaient pas acceptables. Mais peu importe à quel point j'essayais de rationaliser, cela faisait toujours mal. J'avais pris soin de cet enfant, je l'avais traité comme le mien. Et pourtant, il avait suivi le plan de son père, sans se soucier de ce que cela pourrait me faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur ma reconstruction,
essayant de retrouver une certaine normalité. Mais toute cette expérience avait laissé des traces. J'étais plus méfiante maintenant, plus sur mes gardes. La famille n'avait plus la même signification qu'avant. J'avais appris à mes dépens que la loyauté pouvait être à sens unique, et que des personnes en qui vous aviez confiance pouvaient se retourner contre vous pour des raisons que vous ne comprendriez jamais. Quand je repense à ma décision de porter plainte, je n'ai aucun regret. J'ai fait ce que je devais faire. Je me suis protégé, et peut-être, d'une certaine manière, j'ai aussi aidé mon neveu. J'espère qu'un jour, il comprendra que tout cela est arrivé parce que son père nous a tous les deux utilisés. J'espère que c'est une leçon qu'il n'oubliera jamais. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de mon beau-frère, j'avais l'impression d'être dans un entre-deux étrange, moitié soulagée, moitié pleine de regrets, et une colère qui n'était toujours pas dissipée. Ma famille était assez divisée sur ce qui s'était passé. Certains pensaient que j'avais entièrement raison, d'autres que j'étais allé trop loin en portant plainte contre lui, que j'aurais dû simplement passer à autre chose. C'était ironique, d'une certaine manière. Tout le monde avait une opinion, mais personne ne comprenait vraiment ce que j'avais traversé. J'ai essayé de ne pas me laisser affecter. Au bout du compte, je savais pourquoi j'avais agi ainsi. Je ne pouvais pas laisser ce qu'il avait fait rester impuni, pas quand il était passé si près de détruire ma vie. Et honnêtement, j'espérais que cela servirait aussi de leçon à mon neveu. Mais même en sachant cela, cela ne rendait pas les choses plus faciles. Ma famille, les personnes sur qui je pensais pouvoir compter, me semblaient désormais des étrangers. Reprendre le travail était étrange. Pendant un moment, j'avais l'impression de porter une étiquette visible de tous, comme si tout le monde pouvait deviner ce que j'avais traversé, même s'ils ne connaissaient pas les détails. Je savais que c'était dans ma tête, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'étais hyper consciente de chaque interaction, me demandant si les gens pensaient quelque chose ou chuchotaient dans mon dos. Mon patron et quelques amis proches savaient ce qui s'était passé, et ils m'ont soutenu, ce qui m'a aidé. Mais malgré tout, j'avais l'impression qu'un lourd nuage planait au-dessus de moi. Tous les jours, je repassais les événements dans ma tête, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Aurais-je pu prévenir cela? Aurais-je dû être plus prudente avec mon beau-frère? Peut-être ne pas être aussi confiante? C'est étrange, avant cette histoire, j'ai toujours cru en la générosité, surtout envers la famille. Mais maintenant, je ne pouvais m'empêcher de remettre tout cela en question. Avais-je été naïve? Trop prête à aider? Je m'étais toujours vue comme une bonne personne, mais j'ai commencé à comprendre que parfois, être une bonne personne faisait de vous une cible facile. Environ une semaine après l'arrestation, j'ai reçu un appel d'un ami de la famille, qui avait entendu des bribes de ce qui s'était passé. Elle m'a dit que mon neveu était placé dans une famille d'accueil temporaire. Et j'ai ressenti une douleur de culpabilité que je ne pouvais ignorer. Je savais qu'il avait été manipulé, que son père l'avait mis dans une position impossible. Mais cela n'effaçait pas le fait qu'il avait suivi le plan. C'est difficile de passer outre cela. Pourtant, en apprenant qu'il était seul dans une famille d'accueil, cela m'a touché. Aucun enfant ne devrait vivre cela, même s'il avait participé à quelque chose d'aussi horrible. Une partie de moi voulait tendre la main, offrir une forme de soutien, peut-être le contacter par l'intermédiaire des services sociaux ou voir s'il y avait un moyen de prendre de ses nouvelles. Mais chaque fois que j'y pensais, une barrière de colère se dressait à nouveau. Je n'étais pas prête à pardonner. Pas encore. Peut-être un jour, mais à ce moment-là, les blessures étaient encore trop fraîches. Et puis, je n'étais même pas sûr que cela servirait à quelque chose. Il avait besoin de temps pour tout assimiler, pour comprendre les conséquences de ses actes. Et moi, j'avais besoin de temps pour guérir. Mise à jour. Quelques mois s'étaient écoulés depuis tout ce qui s'était passé avec mon beau-frère, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que les choses se stabilisaient. J'avais pris beaucoup de distance avec toute cette histoire, et bien que je me sente encore trahi, je commençais à mieux gérer mes émotions, à ne pas laisser cela contrôler chacune de mes pensées. La vie commençait enfin à retrouver une certaine normalité, ou du moins autant de normalité que possible après une telle épreuve. Puis, un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, je laissais sonner les appels de numéros inconnus depuis un moment, me disant que c'était soit des démarcheurs, soit des membres de ma famille essayant de raviver les tensions. Mais quelque chose dans cet appel m'a poussé à répondre. La voix au bout du fil était calme, professionnelle. « Bonjour, est-ce bien mon nom ? » « Oui, » ai-je répondu, toujours un peu sur mes gardes. « Qui est-ce ? » « Ici Sarah,
des services de protection de l'enfance. Nous avons votre neveu sous notre responsabilité et souhaitons discuter avec vous d'une option potentielle. En entendant cela, j'ai ressenti un choc glacé, me préparant à ce qui allait suivre. Elle a continué en expliquant que mon neveu était placé en famille d'accueil temporaire depuis l'arrestation de son père. Apparemment, ils avaient contacté d'autres membres de la famille, mais soit ils ne répondaient pas aux critères, soit ils n'étaient pas intéressés à l'idée de l'accueillir. Il m'appelait donc pour savoir si je considérais la possibilité d'une garde temporaire. Je ne sais pas, ai-je balbutié, submergé par un flot d'émotions que je n'étais pas prête à affronter. Je ne suis pas sûr d'être la meilleure option. Sarah a été patiente, me laissant le temps de digérer. Elle a expliqué que le cas de mon neveu était compliqué, qu'il avait traversé beaucoup de choses avec son père, et que son environnement ne l'avait pas vraiment aidé à réussir. Sa voix semblait compréhensive, même empathique, comme si elle savait à quel point tout cela était difficile pour moi. « Écoutez, a-t-elle dit après un moment. Je ne vous demande pas de décider tout de suite. C'est une situation difficile, et je comprends qu'il y ait eu beaucoup de conflits. Mais, en tant que membre de sa famille, vous pourriez lui offrir une certaine stabilité, même si ce n'est que temporaire. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et nous avons convenu de reparler dans quelques jours. Quand j'ai raccroché, je suis resté là, à fixer le vide, essayant de comprendre tout ce que cela impliquait. L'idée de l'accueillir me semblait écrasante. Une partie de moi voulait l'aider. C'était juste un enfant, et il avait traversé une pagaille lui aussi. Mais une autre partie de moi ne pouvait pas oublier la douleur et la trahison de ce qu'il avait fait, même si sa mère l'avait poussé à le faire. Les jours suivants furent un tourbillon. Je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail, je n'arrivais pas vraiment à dormir non plus. La décision pesait sur moi comme un fardeau, rendant tout le reste insignifiant. Je n'arrêtais pas d'aller et venir, pesant le pour et le contre. D'un côté, il restait mon neveu, malgré tout ce qui s'était passé. Je l'avais vu grandir, je me souvenais de ses anniversaires, des fêtes, des moments où j'apportais des cadeaux et des courses, sachant que sa mère avait du mal à joindre les deux bouts. Je tenais à lui comme s'il était mon propre fils, et je ne pouvais pas nier qu'une partie de moi voulait encore le protéger, s'assurer qu'il ait une chance de mener une vie décente. Je me disais que peut-être, dans le bon environnement, il aurait une chance de dépasser ce que sa mère avait fait. Mais, d'un autre côté, je ne pouvais pas oublier ce qu'il avait fait, l'accusation, l'enquête, les nuits sans sommeil, l'anxiété constante, le sentiment d'être jugé dans ma propre vie. La façon dont il m'avait regardé avec ce regard froid, répété, en disant des choses qui avaient presque détruit ma vie. C'était difficile de le voir comme un enfant innocent après cela, peu importe combien je me répétais qu'il avait été manipulé. Mes amis avaient des opinions partagées. Certains me disaient que cela ne valait pas la peine de rouvrir cette blessure, que ce serait trop douloureux, trop risqué de le faire revenir dans ma vie après ce qui s'était passé. D'autres disaient que c'était peut-être une opportunité de faire une différence, que si je l'accueillais, je pourrais être l'influence positive dont il avait besoin pour changer. Mais aucun d'eux ne savait ce que cela faisait d'avoir sa vie entière menacée par quelqu'un en qui on pensait pouvoir avoir confiance. Aucun d'eux n'avait vécu ce niveau de trahison. Finalement, j'ai accepté de le rencontrer. Les services sociaux ont organisé une visite supervisée à leur bureau, et je me suis présenté, nerveuse et incertaine de ce à quoi m'attendre. Quand je suis entré, il était là, assis, semblant plus petit et plus fragile que dans mes souvenirs. Ses yeux ont brièvement croisé les miens, et pendant une seconde, j'ai vu une lueur de peur, peut-être même de culpabilité. Il a marmonné un bonjour sans vraiment me regarder. Je me suis assise en face de lui, ne sachant pas quoi dire. Il avait l'air différent, plus fermé, presque sur la défensive. C'était comme s'il avait construit des murs autour de lui, des murs que je n'étais pas sûr de pouvoir briser. Mais alors, j'ai réalisé que je faisais la même chose. Je m'étais assise là, sur la défensive, chaque instinct me disant de me protéger, je me suis éclairci la gorge, essayant de commencer la conversation. « Comment tu tiens le coup ?» C'était tout ce qui me venait à l'esprit. Il a haussé les épaules, sans croiser mon regard. « Ça va, je suppose. » « C'est différent. » Il y eut une pause, puis il ajouta, à peine un murmure. « Je suis désolé. » En entendant ces mots, j'ai ressenti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'attendais des excuses, espérant qu'il reconnaîtrait ce qui s'était passé. Mais maintenant qu'il les avait dites, cela sonnait creux. Ou peut-être que c'était moi qui étais vide. Je ne savais plus. Nous sommes restés là, en silence, tous les deux maladroits,
incertain. Quand la visite s'est terminée, les services sociaux m'ont demandé si j'avais pris une décision. Je leur ai dit que j'avais besoin d'un peu plus de temps. Mais sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je connaissais déjà ma réponse. Je voulais l'aider. Vraiment. Mais je savais aussi que l'avoir dans ma vie, sous mon toit, serait un rappel constant de tout ce que j'avais traversé. Je me demanderais toujours si je pouvais lui faire confiance, s'il était vraiment désolé ou s'il disait simplement ce qu'il pensait que je voulais entendre. Et ce n'est pas une base pour construire un foyer. Quelques jours plus tard, j'ai rappelé Sarah et je lui ai donné ma décision. Je ne le prendrai pas chez moi. Ce n'était pas une décision facile, et ce n'était certainement pas celle que j'avais imaginé avoir à prendre un jour. Mais après tout ce qui s'était passé, je devais aussi me protéger. J'espère, peut-être, qu'il trouvera un endroit où il pourra apprendre de ce qui s'est passé, où il pourra repartir à zéro, sans le poids des erreurs de sa mère sur les épaules. C'est difficile de dire au revoir à la famille, mais parfois, il faut lâcher prise pour avancer.